Ceci est un livre audio autogénéré par Google. La désobéissance. Un moteur d'évolution. Questions contemporaines. Collection dirigée par J.P. Chagnolot. B. Péquignot et Desroland. Chômage, exclusion, globalisation. Jamais les questions contemporaines n'ont été aussi nombreuses et aussi complexes à appréhender. Le pari de la collection Questions contemporaines est d'offrir un espace de réflexion et de débat à tous ceux, chercheurs, militants ou praticiens, qui osent penser autrement, exprimer des idées neuves et ouvrir de nouvelles pistes à la réflexion collective. Derniers ouvrages parus. André Chagnon, Malades et médecins pour mieux se comprendre, eux et nous, 2011. Philippe Deloire, Et si la France disait oui à l'Europe, 2011. Jean Montagnier et Alain Aquilina, Violence, loi du silence, loi du plus fort, 2011. Dominique Ross, Économie et psychanalyse. Le progrès en question, 2011. Claude Obadia, Les Lumières en berne ? Réflexion sur un présent en peine d'avenir, 2011. Levant une Saldi, Le développement vu de Turquie, 2011. Maurice T. Machineau, Cette France qu'on ne peut plus aimer, 2011. Véronique WasyKula, RMI, Vous devez savoir, 2011. Antoine Brunet, Jean-Paul Guichard, L'impérialisme économique. La visée hégémonique de la Chine, 2011. Louis Romert, Le sursaut. Essai critique social et philosophique, 2011. Jean-Pierre Darré, De l'ère des révolutions à l'émancipation des intelligences, 2011. Jean-Pierre Lefebvre, Pour une sortie de crise positive, Articuler la construction autogestionnaire avec le dépérissement de l'État, 2011. Jean-René Fontaine et Jean Levin, Logement aidé en France, Comprendre pour décider, 2011. Marc Ville, Le Grand Paris 2010. Theuriet d'Irénie, Idéologie de construction du territoire 2010. Introduction. Le monde évolue, et sa nature même nous interdit de l'envisager figé dans un état statique. Les sociétés humaines se sont forgées à force de heurts entre le pouvoir, qu'il soit législatif ou exécutif, et les populations. Les hommes ont inventé des règles morales, juridiques et institutionnelles afin de codifier leurs organisations. Elles diffèrent dans l'espace et dans le temps, mais aucune n'a résisté à l'épreuve de l'évolution. Ces règles ont pour rôle d'assurer un équilibre entre un pouvoir et sa population. Les lois ont été créées pour réglementer les rapports humains, les organiser sans compromettre l'essence du vivant. Les moteurs de codification des sociétés humaines ont toujours été l'objet de réflexions et de débats politiques et ou philosophiques. Le droit évolue lui aussi, en ce sens que des interdits d'hier sont aujourd'hui des droits. Nous sommes passés d'une organisation de systèmes humains pouvant vivre en autarcie ou semi-autarcie, à une spécialisation pointue des rôles de chaque individu, et à une interdépendance totale de l'individu par rapport à tous les autres, ainsi que des nations entre elles. Chacun tente de trouver une place dans cette organisation et pour assurer sa survie, il devient un maillon de l'organisation d'ensemble. Depuis le XIXe siècle, l'évolution des sociétés humaines a connu une accélération qui ne semble donner aucun signe de ralentissement. Cette évolution s'est emparée de tous les pôles d'organisation, le social, le politique, l'économique et le scientifique. L'idée de la démocratie est issue de ces débats. Elle est le résultat de combats et de résistances de peuples ou de groupes humains, pour faire évoluer et provoquer les changements qui ont permis à certains États de sortir d'organisations politiques totalitaires. Les connaissances humaines, si elles ont évolué en tant que telles, se sont aussi dispersées quantitativement. Ainsi, les populations sont de plus en plus instruites et éduquées alors que jusqu'à peu, l'instruction était réservée aux élites. Cette dispersion qualitative et quantitative des informations et des connaissances a conduit des individus, des groupes humains de plus en plus nombreux à accéder à une prise de conscience accrue sur leurs conditions d'existence. Nombreux sont ceux qui aujourd'hui cherchent à assurer bien plus que leur survie immédiate et personnelle. On assiste à l'émergence, qui dépasse de loin le seul cercle restreint de la poignée d'intellectuels d'antan, d'une société avertie, informée et curieuse, en proie aux incertitudes quant à son avenir et à la justice. Ces questions sont devenues un débat sur la place publique et se fédèrent en des organisations humaines qui constituent un contre-pouvoir à l'intérieur même des nations.
la société civile qui s'organise autrement que par le recours aux partis politiques et qui alerte et informe, réfléchit et fait des propositions sur de nouvelles façons d'organiser les espaces humains. La morale s'est élevée elle aussi au-dessus des normes religieuses ou politiques. L'individu n'en est plus à considérer le pouvoir comme intouchable ou irrévocable. Des voix s'élèvent et la contestation aussi. La conscience des populations les guide vers des prises de responsabilité qu'on peut associer à une éthique des droits de l'homme. Les contestations à l'ordre établi ont toujours existé, elles revêtent des formes variées. Elles sont des moyens utilisés pour s'ériger contre le pouvoir et introduire des mutations, de nouvelles normes contre l'obsolescence de certaines règles d'organisation humaine. Les formes de contestation qui m'intéressent ici relèvent de la désobéissance à l'ordre établi par certaines formes de résistance. Le XXe siècle a vu fleurir différents types de désobéissance qui ont eu pour conséquence d'introduire les changements nécessaires à l'évolution du monde. La désobéissance est toujours le fruit d'une prise de conscience. Certains se sont essayés à théoriser à partir de la désobéissance, d'autres la jugent comme l'instrument incontournable des changements indispensables, et jusqu'à la considérer comme à introduire dans les systèmes juridiques en lui accordant une légalité. J'ai organisé le propos autour de 3 pôles. Une tentative de définition qui prend en compte les différentes analyses qui vont des philosophes anciens et récents à des tentatives de définition comme celle de Henry David Thoreau I et du Mahatma Gandhi II, puis d'Hannah Arendt III, à celle de José Bové et Gilles Luneau IV, pour aboutir à l'analyse de Jean-Marie Muller. J'ai tenté de retracer un historique des actes de désobéissance qui remontent à l'Antiquité et qui peuvent avoir revêtu des formes très distinctes, ainsi que la notion de désobéissance telle une dimension intrinsèque de l'homme dans sa perception de tout acte héroïque qui s'insurge contre l'injustice. Enfin, je vais tenter d'entrevoir les perspectives de la désobéissance au service de l'éthique des droits de l'homme, comme un moyen efficace pour propulser les droits fondamentaux au-delà de leur idéalité. 1. Approche philosophique et théorique de la désobéissance à l'ordre établi. Confucius 5 disait : « Si un État est gouverné par les principes de la raison, pauvreté et misère sont des sujets de honte. Si un État n'est pas gouverné par les principes de la raison, richesse et honneur sont des sujets de honte. » C'est la parfaite illustration du principe hegelien 6, de la raison examinant les lois, et de la responsabilité politique de chacun. La désobéissance est un acte gouverné par la raison. La définition 7, du concept de désobéissance est en cours de réflexion. Désobéir à une loi ou une norme établie n'est pas acte anodin. Il existe néanmoins un consensus pour ne pas le confondre avec l'acte de délinquance, qui lui aussi est un acte de désobéissance. La frontière entre la désobéissance et la délinquance n'est pas une évidence qui recouvre les mêmes attributs, en fonction des époques, mais aussi des hommes qui ont à en juger. La désobéissance est un instrument qui a servi les hommes à des fins diverses. Elle est aussi un mode d'expression qui ose s'insurger contre une vision statique de l'organisation des hommes. Le consensus s'attache aussi à lui accorder le bénéfice de cause ou d'intérêt supérieur qui concerne des groupes humains, ou l'humanité dans son ensemble. La désobéissance s'apparente à une revendication pour le bien commun. De par son aspect contestataire, elle porte aussi les germes de la Révolution. L'histoire des hommes et de son rapport à l'obéissance est résumée par Maria José Falcón y Tella 8, dans un droit à la désobéissance civile. Quel nom lui donner ? Désobéissance civile, civique, éthique ou légitime ? L'expression de désobéissance civile est récente puisqu'elle est apparue au milieu du XIXe siècle. Mais l'idée et la forme de résistance qui lui sont associées viennent de loin. La désobéissance s'enracine dans des témoignages, des actions, des textes parfois très anciens mais qui ont ouvert la voie au concept de désobéissance tel qu'il se décline aujourd'hui de plus en plus. Qu'en est-il de ses rapports à l'éthique ? Ses partisans argumentent pour lui accoler un adjectif mais tous s'accordent à lui conférer un caractère de légitimité en ce sens qu'elle prend la défense d'un groupe humain, de l'ensemble des humains et parfois même d'une petite minorité, mais toujours au nom d'intérêts supérieurs apportés à la connaissance du public. La désobéissance n'est pas un acte qui se dissimule, elle revendique la reconnaissance de ses motivations par la loi et en appelle au sens de la justice des hommes. Je vais tenter de résumer les différentes approches philosophiques théoriques qui lui sont attachées,
puis je tenterai d'en faire une synthèse. 1. Les philosophes 9, précurseurs de la désobéissance. L'histoire de la philosophie retrace l'évolution de la pensée humaine. Elle recouvre à l'origine tous les champs de la culture, les sciences, la médecine, l'éducation. Les philosophes ont souvent été en désaccord avec l'ordre établi, certains l'ont payé de leur vie, considérés comme étant l'opprobre de la société de leur vivant. Leurs pensées ont permis l'évolution des organisations humaines, ils sont presque toujours des désobéissants aux croyances, au pouvoir de l'État ou de l'Église, même si nombre d'entre eux ne remettent pas en cause la foi religieuse, essayant de la faire coïncider avec leurs approches novatrices. Je ne vais pas retracer les histoires de tous les philosophes mais en citer quelques-uns, témoins révélateurs de l'idée de la désobéissance pour faire changer le monde. Évoquer les sources historiques de la désobéissance, c'est orienter son regard sur d'où l'on vient et quelles sont les luttes qui nous ont permis d'en arriver là où nous en sommes. A. Socrate dans le Criton de Platon. Socrate 10 dans le Criton de Platon 11 n'a jamais contesté les lois ni même leur essence. Ce qu'il a contesté, c'est leur interprétation. Socrate n'était pas contre les lois, il était contre les juges athéniens. Il protesta quand on lui demanda de participer à la condamnation à mort de concitoyens, et il refusa de divulguer les noms d'opposants politiques. Il ne voulait pas violer les lois, raison pour laquelle, même en étant en total désaccord avec leur interprétation, il a accepté le verdict des juges. L'ami de Socrate, Criton, vint lui rendre visite la veille de son exécution pour lui proposer de s'échapper. Mais Socrate ne put accepter car il en aurait perdu sa dignité. La force morale qui lui a permis de subir la condamnation au péril de sa vie relève d'un autocontrat. Il ne pouvait s'évader ou choisir l'exil sans démentir ses paroles. Homme d'honneur qui paie, en préférant la mort plutôt que de ne pas être en paix avec sa conscience. Pour Socrate, c'est la conscience individuelle de l'individu qui est en jeu, principe repris par Thoreau. En fait, Socrate souhaitait rester fidèle à lui-même. C'est vraisemblablement la raison pour laquelle Platon avance que pour Socrate, la pensée est un dialogue muet entre la personne et le moi. Ce que l'on peut retenir de Socrate, c'est sa volonté désintéressée d'améliorer les lois de la cité quitte à entrer en dissidence, à s'élever contre la force de la pensée unique. Socrate, Platon et Aristote 12 s'interrogeaient sur la cité et la place de l'homme. Platon accordait à la femme comme à l'homme un rôle essentiel dans la cité, un trait qui le différencie des coutumes réservant à l'homme seul le rôle de citoyen. Aristote, leur successeur, pense que l'homme vertueux ne peut être un bon citoyen que dans un bon état. B. Saint Thomas d'Aquin 13. Durant le Moyen Âge, l'Église a formulé de manière définitive le devoir d'obéissance en se fondant sur la doctrine paulinienne selon laquelle il n'y a d'autre pouvoir que celui qui vient de Dieu. Elle établit en outre que le bras armé de Dieu est plus puissant que celui des hommes, qu'ils soient rois ou empereurs, car ils sont ce qu'ils sont par la seule grâce de Dieu. Cependant saint Thomas d'Aquin, dans la Somme théologique, ouvrira un début de brèche à l'obéissance aveugle à la loi en acceptant que l'on désobéisse à des lois injustes, plutôt définies comme des actes de violence que des lois, et pour autant que lesdites lois soient contraires au droit divin et que la désobéissance à la loi ne produise pas de maux supérieurs à son accomplissement. C. La Renaissance et l'astronomie contre l'Église. À travers tout le Moyen Âge, idée soutenue par l'Église, il n'était pas question d'envisager la Terre autrement qu'au centre de l'univers. L'image géocentrique du monde, à savoir que tout tourne autour de la Terre, était une conception maintenue par l'Église chrétienne. Nicolas Copernic 14 ose affirmer le contraire en se risquant à endurer les foudres de l'Église chrétienne et retarde la publication de l'œuvre de sa vie sur le fait que ses observations l'ont conduit à concevoir une conception du monde héliocentrique, c'est-à-dire que tout tourne autour du Soleil. Galilée 15, célèbre pour avoir fondé les sciences mécaniques et pour avoir défendu la conception copernicienne de l'univers, fut poursuivi pour avoir osé s'opposer à la vision aristotélicienne de la science, et une guerre contre lui commença, menée par le Collège des Jésuites de Rome. La censure fut ratifiée par l'Inquisition, et la théorie copernicienne condamnée. Il fut condamné et termina sa vie, assigné à résidence. Ces deux exemples ne suffisent certes pas à définir l'évolution scientifique de la vision du monde,
mais ils illustrent entre autres l'utilisation de la désobéissance à une vision statique du monde, qui finira par faire triompher la raison par rapport à l'obscurantisme. D. Étienne de la Boétie et le pouvoir d'un seul tyran contre tous. En France, l'esprit de la désobéissance est présent depuis l'ouvrage d'Étienne de la Boétie 16, Discours de la servitude volontaire, cours réquisitoire contre l'absolutisme qui étonne par son érudition et par sa profondeur, alors qu'il est censé être rédigé par un jeune homme d'à peine 18 ans. Au-delà de la critique virulente du tyran, la force de son discours est de nous laisser devant le choix personnel d'obéir ou de désobéir. Ce texte pose la question de la légitimité de toute autorité sur une population et essaie d'analyser les raisons de la soumission de celle-ci. Rapport domination-servitude. Il préfigure ainsi la théorisation du contrat social et invite le lecteur à une vigilance de tous les instants avec la liberté en ligne de mire. Spinoza ou la critique de la Bible. Le philosophe Baruch Spinoza 17 reprend les idées de Descartes sur le gouvernement de l'homme par la raison. Il s'éloigna de toute pratique religieuse mais non de la pensée théologique. Appartenant à la communauté juive d'Amsterdam, ses idées jugées trop subversives l'en ont banni. Il y eut peu de philosophes aussi insultés et poursuivis que lui. On tenta même de l'assassiner. Il pensait que le christianisme et le judaïsme ne reposaient que sur des dogmes rigides et des rituels vidés de leur sens. Il fut le premier à adopter une perspective critique historique à propos de la Bible. Il rejetait l'idée selon laquelle Dieu aurait inspiré la Bible jusque dans les moindres détails. Position qui au XVIe siècle ne pouvait lui valoir l'estime mais l'opprobre de ses contemporains. Il ne rejetait pas Dieu et son message délivré par Jésus, mais disait que Jésus prêchait une religion de la raison qui considérait l'amour comme bien suprême. Il accusa le christianisme de s'être enferré dans des dogmes rigoureux et des rituels dénués de signification. Aucun philosophe ne s'est autant battu pour la liberté d'expression et la tolérance religieuse. Extrait du Monde de Sophie de Gaharder. L'exemple de Spinoza illustre le courage de l'homme qui s'érige contre la loi de la majorité. Il passa sa vie à écrire des œuvres sur les questions de la religion et de l'éthique, n'en tira aucun intérêt personnel, mais ne pouvait obéir aux idées statiques de la conception de l'homme et a préféré survivre au banc de la société plutôt que de transiger avec ses idées. Il a permis, comme tous les philosophes, de faire évoluer le cours de la pensée humaine. F. Le siècle des Lumières et le droit de résistance. Au XVIIIe siècle émergent les théories contractualistes de Hobbes 18, Locke 19 ou Rousseau 20, qui orientent le devoir de désobéissance en vertu du principe pacta sunt servanda, norme fondamentale du droit des traités. Cependant, les mêmes raisons contractualistes qui servent à fonder l'obéissance au droit peuvent servir de justification à la désobéissance civile dès lors que l'on porte atteinte aux principes fondamentaux qui donnent vie au contrat. Extrait du Droit à la désobéissance civile de Maria José Falcón y Tella. Hannah Arendt signale 3 conceptions du contrat social. La conception théocratique dans laquelle l'origine du pouvoir est issue d'un pacte biblique passé entre Dieu et son peuple. La conception de Hobbes, verticale en ce sens qu'elle oblige l'individu par rapport à l'autorité séculière. Enfin la conception horizontale de Locke pour qui la constitution de la société repose sur un engagement mutuel entre l'individu et la société. Jean-Jacques Rousseau défend l'idée de souveraineté comme n'appartenant pas à un monarque, mais au peuple. Le contrat social est considéré comme l'un des textes fondateurs de la République française. Rousseau s'oppose à Hobbes qui défend l'absolutisme. Il s'inspire de l'idée de la démocratie antique de Sparte et de la République moderne de Genève. Le XVIIIe siècle est marqué par le rationalisme philosophique, l'exaltation des sciences et de la culture, une critique de l'ordre et de la hiérarchie religieuse ainsi que de la noblesse et de la monarchie absolue. Les valeurs essentielles défendues par les penseurs des Lumières tels que Montesquieu 21 et Voltaire 22 sont la tolérance, la liberté, la séparation des pouvoirs et l'égalité en opposition à l'obscurantisme. Ces philosophes pensaient qu'il suffisait de répandre la raison et la connaissance pour que l'humanité évolue à grands pas. Les philosophes des Lumières luttaient aussi pour la reconnaissance des droits naturels des citoyens, réclamant la liberté d'expression, combattant l'esclavage.
Au nom de ce droit naturel, les hommes pouvaient, selon eux, se révolter pour conquérir la liberté et l'indépendance. Ces pensées ont évidemment inspiré les acteurs de la Révolution française et ont précédé l'élaboration de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789. G. La Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789 et la Déclaration d'indépendance américaine de 1776. La Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, 1789, qui a été inspirée par les principes des philosophes des Lumières, inscrit dans son article 2 la résistance à l'oppression, parmi les droits naturels et imprescriptibles de l'homme, aux côtés de la liberté, de la propriété et de la sûreté. Mais à aucun moment, il n'est fait mention de la possibilité d'un droit à la désobéissance, même en cas de situation exceptionnelle. Le droit de résistance à l'oppression n'implique pas corrélativement le droit à la désobéissance, même si la désobéissance civile peut, parfois, se réclamer du droit de résistance à l'oppression. Elle se distingue cependant de ce droit car celui-ci n'exclut pas la violence. Il s'agit même d'un droit au recours à la violence des citoyens pour faire face à l'oppression. De plus, il s'agit d'un droit, alors que la désobéissance civile par définition n'est pas inscrite dans le droit. Elle ne relève pas de la légalité, mais de la légitimité. Elle est davantage un devoir face à la loi injuste. Une autre source parfois revendiquée parmi les tenants de la désobéissance civile se trouve dans la notion de droit de résistance que l'on trouve notamment dans la Constitution américaine. Dans la Déclaration d'indépendance américaine 23, 1776, on trouve des formulations qui peuvent en effet servir à la justification de la désobéissance civile. Il est intéressant de noter que la Déclaration d'indépendance des États-Unis précise que le gouvernement n'a de légitimité que dans la mesure où il respecte et fait respecter les droits essentiels et naturels, les droits fondamentaux. Elle indique que les gouvernements sont établis parmi les hommes pour garantir leurs droits inaliénables, la vie, la liberté, la recherche du bonheur. Toutes les fois qu'une forme de gouvernement devient destructive de ce but, le peuple a le droit de la changer ou de l'abolir et d'établir un nouveau gouvernement, en le fondant sur les principes et en l'organisant en la forme qui lui paraîtront les plus propres à lui donner la sûreté et le bonheur. La déclaration indique également que les colonies ont le droit d'être des États libres et indépendants, et qu'elles sont dégagées de toute obéissance envers la couronne de la Grande-Bretagne, que tout lien politique envers elle et l'État de la Grande-Bretagne est et doit être entièrement dissous. À travers cette formulation, la désobéissance civile aux États-Unis a trouvé ici l'un de ses premiers fondements démocratiques auxquels de nombreux militants, mais aussi de nombreux penseurs se réfèrent encore aujourd'hui aux États-Unis. Extrait du colloque sur la désobéissance civile d'Alain Refalot 24. H. Léon Tolstoï et son insoumission à l'État au nom des évangiles. Léon Tolstoï 25 est considéré comme l'un des précurseurs de la non-violence et de la désobéissance contre la violence de l'État au nom des évangiles. Il avait lu les écrits de la Boétie et de Thoreau, et s'en inspira. Il écrit dans L'esclavage moderne 1900, « Les hommes connaîtront ce dégoût à l'endroit des gouvernements quand ils auront compris le véritable sens de ces institutions. Ils comprendront que s'ils participent à l'œuvre des gouvernements, en donnant une somme d'argent qui représentera une part des produits de leur travail ou en servant dans les armées, ils ne feront pas en cela un acte indifférent comme on le croit d'ordinaire, mais un acte coupable. » Et il ajoute que, outre le préjudice ils auront ainsi causé à leurs frères et à eux-mêmes, ils auront accepté de collaborer aux crimes que tous les gouvernements ne cessent de commettre et à la préparation des crimes futurs pour lesquels les gouvernements entretiennent l'armée disciplinée. Il prône un christianisme radical s'insurgeant contre l'État par un refus absolu de la violence. Il considère l'État comme étant un système de violence organisée, dont il s'agit de saper les fondements par l'insoumission. Il tente de convaincre ses concitoyens de refuser de se soumettre à la loi de la violence, au nom de la dignité et de la liberté. Dans sa lutte écrite contre la violence de l'État, il soutient la thèse qu'il faut refuser d'obéir à la violence du pouvoir et de participer aux institutions qui ont pour fonction de mettre en œuvre une violence organisée par l'armée, la police et la justice. Ces prises de position sont motivées par une révolte sincère contre la pauvreté,
la peine de mort, l'indifférence à autrui, l'esclavage, le militarisme, l'hypocrisie du clergé. Intellectuel curieux des autres cultures, il s'insurge contre l'intolérance et consacre son existence à développer une pédagogie de formation de l'être humain de l'enfance à l'âge adulte, basée sur le respect de l'homme enseigné. Pour lui, le bonheur individuel est inséparable du bien-être d'autrui, et tant que la classe la plus nombreuse de la population, la paysannerie, continuera à croupir dans la misère et l'ignorance, le bien-être de la société et par conséquent le bien-être individuel demeureront impossibles. Léon Tolstoï eut peu d'influence sur la réalité politique de son pays, mais il demeure un jalon important dans l'histoire de la désobéissance civile. 2. Les théories et les approches pour légaliser la désobéissance. Thierry Pacaud 26, dans un article du Monde diplomatique de janvier 2005, écrit sa définition de la désobéissance. Désobéir, occuper une usine afin d'empêcher les déménageurs, à la solde du patron qui délocalise, d'emporter les machines, arracher les plantes génétiquement modifiées pour protéger la santé de chacun, marier des homosexuels, siéger en silence dans une assemblée ou occuper pacifiquement la chaussée le temps d'un sit-in. Liste non exhaustive des actes de désobéissance sont quelques-unes des actions politiques que l'on associe. Nous espérons que vous avez apprécié cet aperçu. Pour continuer à écouter ce livre audio sur Google Play Livres, utilisez le lien dans la description de la vidéo.